Le char Mantis, conçu contre les Français, qui faisait souffrir son équipage. En une seule démonstration, tout a basculé. En une minute, des officiers britanniques ont compris qu'ils regardaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. En une minute aussi, deux hommes allongés à plat ventre à l'intérieur d'une machine de 5 tonnes ont commencé à lutter contre la nausée, la douleur et la panique. Nous sommes en l'année 1943, sur un terrain d'essai britannique, et un engin blindé se dresse lentement à plus de 3 mètres au-dessus du sol, comme une créature mécanique sortie d'un cauchemar d'ingénieur. Ce char est censé tirer sans se montrer, combattre en France sans exposer son équipage, et pourtant ceux qui l'occupent sont déjà en train de payer le prix de cette idée. Lorsque le mécanisme hydraulique se met en mouvement, la structure métallique s'élève lentement, implacablement, jusqu'à atteindre une hauteur absurde pour un véhicule de combat. Les observateurs restent silencieux. Devant eux, ce n'est pas un tank classique, mais une silhouette longue et étroite, perchée sur des chenilles, avec une tête armée suspendue au sommet d'un cou rigide. À l'intérieur, l'équipage est allongé face contre le métal, les bras tendus vers des leviers, la nuque brisée par l'effort constant de maintenir la tête levée. Chaque oscillation se répercute dans leur corps comme un coup de vague. La machine fonctionne, mais l'homme, lui, commence déjà à céder. Pour comprendre pourquoi un tel engin a vu le jour, il faut remonter bien avant la Seconde Guerre mondiale, bien avant la peur d'un affrontement direct avec la France sur le continent. Il faut revenir 25 années en arrière, sur le front occidental de la Première Guerre mondiale. Là-bas, la guerre ne se gagnait pas par la manœuvre, mais par l'endurance et l'exposition. Les tranchées découpaient le paysage, et tout ce qui se trouvait au-delà du parapet était invisible. Le soldat ne voyait que ce qui était à hauteur de ses yeux, et pour observer davantage, il devait se lever. Cette action simple, presque instinctive, était souvent la dernière. Les mitrailleurs britanniques payaient un tribut terrible à cette réalité. Lever la tête au-dessus d'un abri signifiait attirer immédiatement le feu ennemi. Des tireurs allemands attendaient des heures pour le moindre mouvement, pour la moindre silhouette humaine qui osait franchir la ligne du parapet. Les pertes ne venaient pas toujours des grandes offensives, mais de ces secondes fatales où un homme devait s'exposer pour voir et tirer. Cette absurdité tactique s'est imprimée dans la mémoire de ceux qui ont survécu. Ernest Tapp faisait partie de ces hommes marqués par la guerre. Revenu à la vie civile, il fonde avec d'autres la société Conti Commercial Cars et se consacre à la construction de véhicules utilitaires. Son entreprise fonctionne correctement, mais les images des tranchées ne le quittent pas. Pour lui, le vrai problème n'était pas le manque de courage des soldats, mais une contrainte physique et mécanique. Il fallait montrer sa tête pour tirer. Cette idée le hante pendant des années. Comment permettre à une arme de dépasser un obstacle sans exposer celui qui l'utilise? Comment combattre derrière un mur, une haie ou une ruine sans offrir une cible humaine? Au milieu des années 30, alors que l'Europe se rapproche dangereusement d'un nouveau conflit, cette obsession prend une forme concrète. Les accords de paix sont déjà bafoués, les armées se modernisent, et chacun sait qu'une nouvelle guerre sur le sol français est inévitable. En juillet 1937, Ernest Tapp dépose un brevet qui résume toute sa vision. Une machine basse, presque invisible, capable de se dissimuler derrière n'importe quel obstacle. Puis, au moment voulu, une section armée s'élève au-dessus du couvert, tire et redescend aussitôt. L'ennemi ne voit qu'une cible minuscule, tandis que le reste du véhicule reste protégé. Sur le papier, l'idée est brillante. Elle promet de sauver des vies, de réduire l'exposition des équipages et de transformer la manière de combattre dans un paysage fermé comme celui de la France. Tapp ne demande pas de financement officiel. Il sait que son projet est trop étrange pour être accepté en temps de paix. Il décide donc d'investir son propre argent. Il n'est pas un rêveur isolé, mais un industriel qui comprend la mécanique, la production et les contraintes réelles d'un véhicule chenillé. Le premier prototype est conçu comme une preuve de concept. Une plateforme légère, un mécanisme hydraulique et surtout une décision radicale. Pour garder un profil extrêmement bas, l'opérateur ne sera pas assis, il sera allongé. Face contre le sol, enfermé dans une section mobile qui s'élèvera à plusieurs mètres de hauteur. Cette solution permet de réduire la silhouette, mais elle impose au corps humain une position contre nature. À ce moment précis,
l'ingénierie commence déjà à entrer en conflit avec la physiologie. Lorsque le prototype est enfin assemblé et mis en mouvement, la transformation est spectaculaire. À l'arrêt, l'engin est discret, presque insignifiant. En élévation, il devient une créature mécanique inquiétante. La ressemblance avec une menthe religieuse saute aux yeux de tous. Le nom s'impose immédiatement. Mantis. Le char qui devait observer et frapper sans être vu. Les premiers essais prouvent que la machine peut se déplacer, s'élever et fonctionner. Techniquement, le concept est viable. Humainement, le doute commence à s'installer. Et pourtant, le plus dur reste à venir, car bientôt, ce n'est plus un ingénieur qui sera allongé dans la machine, mais des officiers venus juger si ce char mérite réellement une place dans la guerre à venir contre la France. Les essais officiels commencent sans mise en scène inutile. L'armée ne cherche pas à être impressionnée, elle cherche à comprendre si cette machine peut survivre à un champ de bataille réel. Le Mantis est placé face à des obstacles artificiels, talus, murs de briques, amas de bois, reproduisant les environnements typiques des zones rurales françaises. La logique est simple. Approche discrète, élévation rapide, tir, repli. Sur le plan mécanique, la séquence fonctionne. Les vérins hydrauliques répondent, la structure monte sans rupture, l'armement peut être pointé et déclenché. Vu de l'extérieur, l'engin semble tenir ses promesses. Mais l'évaluation ne s'arrête pas à ce que voient les observateurs. Très vite, les officiers exigent de prendre place eux-mêmes à bord. Non pour tester la résistance du blindage, mais pour ressentir ce que vit l'équipage. L'un après l'autre, ils s'allongent à l'intérieur de la section mobile. Le changement de perception est immédiat. L'espace est étroit, l'air circule mal, la position impose une tension constante dans les épaules et la nuque. Pour regarder devant soi, il faut maintenir la tête relevée sans relâche. Les commandes sont accessibles, mais leur manipulation exige une coordination inhabituelle. Dès les premières minutes de conduite, la machine révèle sa véritable nature. La moindre irrégularité du terrain se transmet directement au corps. Les vibrations remontent le long de la structure et se concentrent dans la cage thoracique. Le champ de vision, limité par les dispositifs d'observation, oblige à des ajustements permanents. La montée en élévation accentue le phénomène. Plus la structure s'élève, plus chaque mouvement devient instable. Le corps humain, suspendu à plusieurs mètres du sol dans une position rigide, réagit mal. Après quelques tentatives, les résultats sont identiques. Difficulté à maintenir une trajectoire régulière, perte rapide de concentration, désorientation. Certains testeurs interrompent l'essai avant la fin prévue. D'autres insistent, par fierté ou par devoir, mais sortent de la machine pâles, en sueur, parfois incapables de se tenir debout immédiatement. L'idée d'une exposition réduite face à l'ennemi se heurte à une autre réalité, celle d'un équipage physiquement diminué avant même le combat. Les ingénieurs présents prennent des notes, mesurent, observent. Ernest Tapp, lui, écoute sans interrompre. Il comprend que le problème ne vient pas d'un défaut isolé, mais de l'accumulation des contraintes. Conduire, observer, contrôler l'élévation et viser demandent une attention constante. Tout cela est confié à un seul homme. Même sans tir réel, la charge cognitive est excessive. L'armée ne tarde pas à formuler son diagnostic. Le concept est ingénieux, mais l'organisation humaine est irréaliste. Le verdict tombe sans détour. Une configuration à un seul opérateur n'est pas acceptable. Aucune formation ne permettra de compenser les limites physiques imposées par la posture et la complexité des tâches. Pourtant, le projet n'est pas enterré. Contre toute attente, les officiers ne rejettent pas totalement le Mantis. Ils voient dans le principe une réponse possible à un problème ancien. Leur proposition est claire. Si la machine doit survivre, elle devra embarquer 2 hommes. Un conducteur dédié à la mobilité et au système, et un tireur chargé exclusivement de l'observation et du feu. Cette décision marque un tournant. Pour Tapp, c'est à la fois un échec et une opportunité. Tout ce qui a été construit jusqu'ici ne suffit plus. Il faut repartir sur une base différente, plus grande, plus robuste, capable d'accueillir 2 corps allongés sans compromettre totalement la stabilité.
Le premier prototype ne peut pas évoluer dans ce sens. Il a rempli son rôle, mais il a atteint ses limites. Le contexte, lui, a changé. La guerre est désormais une réalité totale. Les ressources sont comptées, les priorités strictes. Pourtant, le projet obtient l'autorisation de continuer. Sans financement direct, mais sans interdiction non plus. TAP doit trouver une solution existante, éprouvée, capable de supporter une transformation aussi radicale. Une plateforme déjà produite en masse, fiable, simple à modifier. C'est à ce moment précis qu'un véhicule bien connu de l'armée britannique s'impose comme une évidence. Un engin conçu pour être polyvalent, robuste, présent sur tous les théâtres d'opération. Le futur du Mantis ne reposera plus sur une expérimentation légère, mais sur une base militaire éprouvée. Et avec ce choix, la machine va changer d'échelle, de poids et de danger potentiel pour ceux qui devront l'habiter. Le choix de la nouvelle base technique n'est pas un détail, mais une décision stratégique. Ernest TAP sait désormais que son projet ne survivra que s'il s'appuie sur une plateforme reconnue par l'armée. Le véhicule retenu n'est ni expérimental ni marginal. Il s'agit du Universal Carrier, un engin omniprésent dans les forces britanniques, utilisé pour le transport, l'appui-feu et la reconnaissance. Des dizaines de milliers d'exemplaires circulent déjà sur tous les fronts. Sa fiabilité n'est plus à prouver, et surtout, sa structure offre l'espace nécessaire pour accueillir une transformation radicale. À partir de cette base, tout doit être repensé. Le Mantis n'est plus une simple démonstration technique, mais un véritable véhicule de combat potentiel. Le châssis du Carrier reçoit une structure allongée, bien plus massive que celle du premier prototype. À l'intérieur, 2 compartiments sont aménagés pour accueillir les membres d'équipage. La contrainte reste la même. Pour conserver un profil bas, les 2 hommes sont allongés face contre le métal, l'un derrière l'autre. Mais cette fois, les fonctions sont séparées. Le conducteur se concentre sur la mobilité et la gestion du mécanisme d'élévation. Le tireur, placé en avant, s'occupe de l'observation et de l'armement. Au sommet de la structure, une tête mobile est installée. Elle peut pivoter indépendamment du reste du véhicule afin d'assurer un pointage plus précis. L'armement choisi est standard pour l'armée britannique. 2 mitrailleuses Bren, fiables, bien connues des soldats, alimentées par chargeur. Rien d'exotique de ce côté-là. Toute l'originalité du projet repose sur la manière de les amener au-dessus des obstacles sans exposer le reste de la machine. Le mécanisme hydraulique est renforcé. Il doit désormais soulever non seulement l'armement, mais aussi la chambre contenant les 2 hommes. La hauteur atteinte est impressionnante. Une fois déployé, le Mantis domine murs, haies et ruines avec une aisance déconcertante. En position basse, il disparaît presque derrière un simple talus. Sur le papier, la promesse initiale est enfin tenue. Une arme pensée pour les combats à venir sur le sol français, capable d'exploiter chaque élément du terrain. La construction prend du temps. Nous sommes en pleine guerre et chaque pièce d'acier est précieuse. Les ateliers travaillent en priorité pour les besoins immédiats du front. Le Mantis avance lentement, par étapes, au rythme des matériaux disponibles. Ernest TAP supervise chaque modification. Il sait que cette version est probablement la dernière chance de son idée. La moindre erreur condamnerait définitivement le projet. Lorsque le second prototype est enfin achevé, son apparence ne laisse personne indifférent. Plus long, plus lourd, plus haut une fois déployé, il ressemble encore davantage à un insecte mécanique figé dans une posture irréelle. Les essais commencent sans publicité excessive. L'armée veut des résultats, pas un spectacle. Les premiers roulages sont encourageants. Le moteur du Carrier supporte la masse supplémentaire. Les commandes répondent correctement. Le déploiement s'effectue sans à-coups majeurs. Les tests statiques confirment que la répartition des tâches améliore la coordination. Le conducteur peut se concentrer sur le déplacement, tandis que le tireur gère la visée. L'ensemble paraît enfin exploitable. Mais cette impression ne dure que jusqu'au moment où le véhicule quitte le terrain plat. Dès que le Mantis s'engage sur une zone irrégulière, une nouvelle menace apparaît. La hauteur, autrefois un avantage, devient un facteur de déséquilibre.
À chaque bosse, à chaque creux, la structure se met à osciller. La chambre allongée agit comme un levier gigantesque. Les mouvements, imperceptibles depuis l'extérieur, sont amplifiés à l'intérieur. Les deux hommes subissent une succession de balancements incontrôlés. Le système hydraulique maintient la hauteur, mais ne peut absorber les forces latérales générées par la progression. Le corps humain, enfermé et immobile, encaisse chaque secousse. Très vite, les symptômes apparaissent. Perte de repères, désorientation, nausées. Même avec des essais courts, les équipages peinent à maintenir une efficacité minimale. La machine n'est plus seulement exigeante, elle devient hostile à ceux qui la servent. Et pourtant, les essais continuent, car une question demeure. Cette version améliorée a-t-elle réellement réglé le problème initial, ou a-t-elle simplement déplacé la limite encore plus loin? Les essais ne s'arrêtent pas aux premières réactions physiques des équipages. L'armée britannique exige une évaluation complète, comme si le Mantis devait réellement partir au combat. Les parcours deviennent plus longs, les conditions plus variées, les exigences plus proches de la réalité. On impose des changements rapides de direction, des arrêts brusques, des reprises de mouvement, toujours avec la structure déployée. Chaque manœuvre met en évidence un problème supplémentaire, jamais décisif seul, mais catastrophique une fois additionné aux autres. La précision du tir devient l'un des points les plus préoccupants. Depuis l'extérieur, la tête armée semble stable. De l'intérieur, la perception est tout autre. Le moindre déplacement du châssis se transforme en oscillation amplifiée à l'extrémité supérieure. Le tireur lutte en permanence contre un mouvement qu'il ne contrôle pas. Viser demande un effort constant, presque épuisant. Maintenir une rafale cohérente relève de l'exception. Dans un environnement réel, avec des tirs adverses et la pression du combat, cette instabilité réduirait drastiquement l'efficacité de l'arme. Les ingénieurs tentent d'apporter des corrections. On modifie les réglages hydrauliques, on renforce certains points de fixation, on expérimente des solutions d'amortissement. Chaque ajustement améliore un aspect, mais en dégrade un autre. Ajouter de la rigidité augmente les contraintes mécaniques. Chercher plus de souplesse accentue les mouvements parasites. La machine atteint un équilibre précaire, jamais satisfaisant. La physique impose ses règles et le Mantis ne parvient pas à les contourner. Un autre problème devient impossible à ignorer. La protection. Le blindage du véhicule reste léger, suffisant contre des armes légères, mais vulnérable aux éclats et aux tirs plus lourds. Or, pour utiliser son avantage principal, le Mantis doit s'approcher très près des obstacles. Il doit se placer à portée directe de l'ennemi. Dans cette configuration, une simple riposte bien placée pourrait neutraliser la machine ou immobiliser son mécanisme d'élévation. Une fois bloqué en position haute, le véhicule deviendrait une cible évidente. Les officiers chargés de l'analyse tactique commencent à comparer. Un char classique, plus bas, plus robuste, peut franchir un obstacle ou le contourner. Il expose davantage son équipage, mais il offre une mobilité et une puissance de feu supérieures. Le Mantis, lui, doit s'arrêter, se déployer, viser, tirer, puis se replier. Chaque étape prend du temps. Trop de temps dans une guerre moderne où la rapidité décide souvent de l'issue d'un engagement. Les essais en conditions simulées confirment ces craintes. Même dans un scénario favorable, la machine peine à s'intégrer dans une manœuvre coordonnée. Elle impose son propre rythme, ses propres contraintes. Les unités voisines doivent s'adapter à elle, au lieu de l'inverse. Ce déséquilibre tactique est jugé dangereux. Une arme ne doit pas ralentir l'ensemble d'un dispositif. Pendant ce temps, le contexte stratégique évolue rapidement. Les préparatifs d'un débarquement massif en Europe occidentale mobilisent l'attention et les ressources. Les priorités changent. L'armée cherche des solutions éprouvées, immédiatement opérationnelles. Les projets trop spécifiques, trop complexes, deviennent difficiles à justifier. Le Mantis, avec son concept unique et ses limites persistantes, commence à apparaître comme un luxe que la situation ne permet plus. Ernest Tapp assiste à ces discussions, conscient que le temps joue contre lui. Chaque rapport, chaque remarque technique rapproche le projet d'un point de non-retour. La machine fonctionne, mais elle ne convainc pas. Elle fascine,
Elle intrigue, mais elle ne rassure pas. Et dans une guerre totale, l'incertitude est souvent synonyme d'abandon. La décision ne tombe pas brutalement. Elle se forme lentement, au fil de rapports internes, de réunions techniques et d'analyses croisées. Officiellement, le Mantis reste en phase d'évaluation. Officieusement, il a déjà perdu la bataille. En l'année 1944, l'armée britannique ne peut plus se permettre de parier sur une machine qui exige des conditions idéales pour fonctionner. La guerre ne laisse pas de place aux compromis fragiles. Les derniers essais sont menés sans illusion. Ils servent moins à valider le véhicule qu'à confirmer ce que chacun pressent déjà. Les équipages sélectionnés savent que l'engin ne partira jamais au combat. Ils exécutent les procédures avec sérieux, mais sans l'enthousiasme des premières phases. La machine se déploie, tire, se replie. Elle accomplit ce pourquoi elle a été conçue. Pourtant, rien ne change l'essentiel. Elle reste lente à engager, difficile à coordonner, éprouvante pour ceux qui l'utilisent. Les conclusions opérationnelles sont claires. Le Mantis ne correspond pas aux exigences d'une guerre mobile et rapide. Il n'offre pas un avantage suffisant face aux blindés existants. Sa spécialisation extrême limite son emploi. Son concept repose sur une hypothèse devenue obsolète. Le champ de bataille n'est plus celui des tranchées figées, mais celui des percées, des contournements et des frappes combinées. Une arme pensée pour un problème ancien arrive trop tard dans une guerre qui a déjà changé de visage. Pour Ernest Tapp, le verdict est silencieux mais définitif. Aucun nouveau prototype ne sera commandé. Aucun ajustement supplémentaire ne sera financé. Le projet s'arrête là, sans cérémonie, sans annonce publique. 7 années de travail, d'espoir et de persévérance prennent fin dans une simple décision administrative. Son idée n'était pas absurde, elle était même lucide sur un point fondamental. Exposer un soldat pour tirer reste un risque majeur. Mais la solution qu'il a proposée exigeait trop de sacrifices humains immédiats pour en éviter de futurs. Le Mantis disparaît ainsi du paysage militaire, au moment même où l'Europe entre dans l'une des phases les plus décisives du conflit. Il n'aura jamais affronté les forces françaises. Il n'aura jamais prouvé sa valeur sous le feu réel. Il laisse derrière lui une question troublante. Jusqu'où peut-on aller pour protéger un soldat, si la protection elle-même devient une épreuve insupportable? Cette machine devait permettre de combattre sans se montrer. Elle a surtout révélé une vérité brutale. La technologie peut résoudre des problèmes tactiques, mais elle ne peut pas ignorer les limites du corps humain. Le Mantis n'a pas échoué parce qu'il était irréalisable. Il a échoué parce qu'il demandait trop à ceux qui devaient lui donner vie.